Salve de plainte. Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue. Nous sommes le jeudi 20 août. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu, on est très heureux de vous retrouver évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour votre matinale sur BFM TV. Et ce matin, Mathieu, il y a beaucoup d'actualités. Mais oui, mais il y a le prince Harry et son épouse Meghan qui vont revenir vivre au Royaume-Uni 6 ans après le fracassant Brexit et leur fuite vers la Californie. Le roi a seulement été informé de leur projet dimanche. Ils vont quitter les États-Unis à la fin du mois pour s'installer dans une résidence privée. Une résidence qui n'est pas une résidence royale en dehors de Londres. Leurs 2 enfants sont déjà inscrits à l'école. Nous serons en Californie et à Londres. Leur rêve américain a tourné au cauchemar. Et puis Patrick Bruel qui maintient sa tournée des 35 ans malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Et il sera bien sur scène à Chartres le 2 octobre pour sa première date. La sécurité sera renforcée pendant les concerts. Le chanteur est visé par 32 plaintes, on le rappelle, pour viol et agression sexuelle. Il y en a eu une qui a été révélée seulement avant-hier. Dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol en 2023, information BFM TV, les avocats de 3 mises en examen demandent à récuser les juges d'instruction et la nullité de la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Les avocats leur reprochent d'avoir retenu cette notion après plus de 2 ans d'information judiciaire alors que les éléments figuraient au dossier depuis les premiers jours de la procédure. Les ministères ne sont pas au niveau en matière de cybersécurité. Voilà ce que dit Sébastien Lecornu, le renommé, et il demande la création d'une unité cyber d'ici 2 jours. Oui, cette lettre adressée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, ça ressemble à un vrai coup de gueule de la part du Premier ministre et peut-être à une prise de conscience, mais alors pour le coup un peu tardive. On parlera aussi du grand malaise des urgences cet été et pas que cet été malheureusement. Illustration dans la Drôme, la direction a décidé de ne pas ouvrir le service des urgences dans la nuit de mardi à mercredi, faute de médecins. C'est la 5e fermeture depuis fin juillet. Tout ça, c'est certainement une histoire de gros sous. Pierre Rondeau, d'ailleurs, vu l'état des finances de l'État, on entend dire que l'État pourra les puiser dans notre épargne, sans blague. On est à 6 550 milliards d'euros d'épargne. Donc évidemment, ça attire l'État et ça attire quelque peu les projets publics. François Clémenceau, Donald Trump s'est pris une volée de bois vert par la sœur de Kim Jong-un. Elle dit que c'est très gentil d'avoir de bonnes relations avec son frère aîné, mais sauf que ça sert à rien parce que ça ne change rien vu l'état de dégradation des relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et pourtant, ça n'empêche pas Donald Trump de dire « Je verrai Kim Jong-un d'ici la fin de l'année ». Et puis, vous connaissez le numéro WhatsApp, vous êtes très nombreux, effectivement, à échanger vos photos, à nous parler de vous. Continuez à le faire tout au long de cette émission. Tiens, je voulais donner des nouvelles de Yannick, qui était avec nous lundi, qui était bloqué en Sardaigne, vous vous souvenez, à cause de la grève d'EasyJet. Eh bien, il a pu rentrer, il nous a envoyé une petite carte postale. Voilà. Ça lui a coûté très cher. Ça lui a coûté très cher, oui, je crois. Il était déjà à 2 000 euros de frais supplémentaires à cause de la grève d'EasyJet. Le journal dans 1 minute 30. Tout de suite, la météo, Kevin Fleury. Votre météo avec Parc Saint-Paul qui change de propriétaire et lance la nouvelle Dino Tower. À 1 heure de Paris, parcsaintpaul.fr. La météo avec Citia Immobilier. Pour louer, pour acheter, c'est Citia Immobilier. Bonjour, dans quelques instants, 3 départements passeront en vigilance orange pour de violents orages, notamment l'Isère en raison de fortes précipitations attendues. Méfiance aussi autour de la Méditerranée avec ces conditions qui vont se dégrader en cours d'après-midi. On vous conseille notamment, si vous êtes en mer, de rejoindre un port, une marina, en raison de fortes rafales de vent attendues dans l'après-midi sous les cellules orageuses les plus développées. Ça commence à gronder d'ailleurs à l'heure actuelle autour de la Méditerranée. On a des averses qui circulent entre les Pyrénées et donc le bassin méditerranéen, mais c'est surtout dans l'après-midi que les orages les plus forts sont attendus. Donc sur le centre-est, on a évoqué l'Isère, il y en aura 2 autres en vigilance orange dans quelques instants, notamment la Drôme et l'Ardèche. Peut-être une extension de la vigilance orange en cours d'après-midi vers les zones méditerranéennes, ça reste à confirmer. On est par contre déjà capable de vous dire que cette nuit, la Corse passera à son tour en vigilance orange en raison d'un vaste système orageux qui va se former vers les Baléares, donc côté Espagne, et qui va remonter tout au long de la nuit en direction de la Corse, en traversant totalement l'île de Beauté, avec de fortes pluies. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Les températures de 12 à 25 degrés, ça c'est ce que l'on relève là en ce moment. Et cet après-midi, on est bien loin des fortes chaleurs. 30 à 32 degrés pour les valeurs maximales. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour louer, pour acheter, c'est Citia Immobilier.
C'était votre météo avec Parc Saint-Paul qui change de propriétaire et lance la nouvelle Dino Tower. À 1 heure de Paris, parcsaintpaul.fr. Il est bientôt 6h, merci d'être avec nous. Jusqu'à 9h, le prince Harry et Meghan qui rentrent au Royaume-Uni. Le roi a été informé de leur projet seulement dimanche. Ils quittent les États-Unis à la fin du mois pour s'installer près de Londres. Nous sommes en Californie et en Grande-Bretagne. Patrick Bruel maintient sa tournée malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Il sera bien sur scène à Chartres le 2 octobre pour sa première date. La sécurité sera renforcée pendant les concerts. Le chanteur qui a eu du mal à recruter des musiciens est visé par 32 plaintes pour viol et agression sexuelle. Julie Poncet et Mélanie Bertrand sur ce plateau. Des ministères qui ne sont pas au niveau en matière de cybersécurité. Sébastien Lecornu demande la création d'une unité cyber d'ici 2 jours. À quoi peut-elle servir? On va y revenir avec Laurent Neumann. Dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol en 2023, information BFM TV, les avocats de 3 mises en examen demandent à récuser les juges d'instruction et la nullité de la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. Pourtant, une vingtaine de témoignages relatent des propos anti-blancs. Et on va d'abord en Californie retrouver Henri Arnaud. Information de la nuit, le prince Harry et Meghan rentrent au Royaume-Uni à la fin du mois. Le roi en a seulement été informé dimanche. Henri Arnaud, vous êtes avec nous en direct de Los Angeles. Ils te prennent un peu tout le monde de court. Oui, Pascal, bonjour à vous deux. Autant vous dire qu'on ne parle que de ça à Hollywood depuis quelques heures. La surprise générale, d'autant que depuis leur arrivée, il y a presque 6 ans, 6 ans jour pour jour dans 2 semaines, tout le monde pensait qu'ils allaient faire une carrière hollywoodienne. Et il y avait de gros projets, c'est bien simple. Meghan et Harry avaient signé un contrat de 100 millions de dollars avec la plateforme Netflix, qui a lentement et tranquillement laissé ce contrat s'expirer, car les projets de dessins animés, de séries de fiction ne sont jamais concrétisés. Aujourd'hui, ce départ, c'est presque quelque chose qui surprend et qui en même temps semble naturel, car le rêve de Meghan Markle de devenir la nouvelle Grace Kelly et d'avoir une couronne hollywoodienne sur la tête, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas près de se réaliser. Henri Arnaud, leur rêve américain a un peu tourné au cauchemar. Ah, mais en fin de compte, Mathieu, le vrai problème du prince Harry et de Meghan, c'est qu'ils sont, d'après ce que disent les observateurs ici, arrivés à Hollywood en terrain conquis. Ils étaient persuadés que toutes les portes allaient s'ouvrir devant eux, qu'on allait leur mettre un tapis rouge et leur donner des centaines de millions de dollars. Il n'y en a rien été, parce qu'a priori, le couple a eu beaucoup d'exigences. Un exemple tout simple, la plateforme musicale Spotify leur a signé un contrat de 20 millions de dollars pour un podcast. Le podcast a été annulé après une seule saison et le grand patron de Spotify a déclaré, je le cite, « Je refuse de travailler avec des grincheux et des escrocs ». Cela vous donne exactement l'ampleur du rêve hollywoodien devenu cauchemar pour ce couple royal. Britannique, évidemment, on va la voir comment on réagit à Londres. Le Sun, regardez les unes du Télégraphe. Eh bien, on les verra peut-être tout à l'heure, ces unes. Laura Calmu, vous êtes en duplex avec nous de Londres. Comment réagissent les Britanniques ? Je dois dire que c'est un changement de cap spectaculaire pour les Britanniques, car depuis 6 ans, ils ont en fait tout entendu. Il y a eu cette interview avec Oprah Winfrey, mais aussi la série Netflix ou encore les mémoires de Harry avec ce livre Le Suppléant et des accusations très dures contre la famille royale. Avec Harry qui le disait lui-même, il ne se sentait pas en au Royaume-Uni pour revenir avec sa famille. Alors ici, on se demande pourquoi maintenant et surtout pourquoi faire, car en fait, Meghan et Harry, on le sait, ce ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Alors Harry va très certainement continuer ses opérations caritatives. Un petit problème de liaison avec vous, Laura Calmus. On vous retrouvera dans un petit instant. On va regarder ces unes ensemble des tabloïds britanniques. Les voici. Le Sun qui dit voilà, Harry et Meghan coming home. Ils rentrent à la maison. Le Daily Telegraph qui utilise à peu près les mêmes mots. Voilà, move back to UK. Il déménage. Il emménage dans une maison d'ailleurs qui ne sera pas royale. Et ça, c'est important de le préciser. Bon, juste un mot, François Clémenceau, je vous voyais réagir, effectivement. Vous nous dites qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de rentrer. Il y a 2 choses, en fait, qui les font rentrer. Un, il y a une histoire de sécurité, parce qu'en fait, pour
pouvoir préserver leur vie privée aux États-Unis, il a fallu qu'ils engagent des frais de gardiennage, si je puis dire, de leur famille très très importants. Or, ils vont retrouver une sécurité payée par l'État au Royaume-Uni. Ça, c'est une garantie. Et la deuxième chose, c'est que tout simplement, familialement, eh bien oui, il y a de la réconciliation dans l'air, puisque lorsqu'il est venu en juillet voir le roi, avec ses enfants, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, et c'est très important pour les Britanniques de voir que la famille royale se retrouve sa cohésion avec les petits-enfants, avec Archie, avec Lilibet. Et c'est important politiquement, pour le Royaume-Uni, d'avoir au moins une famille royale qui retrouve une certaine forme de cohésion, malgré tous les déboires et tous les scandales qui ont eu lieu par le passé. Et on y reviendra. Autre information de la soirée, Patrick Bruel qui maintient sa tournée des 35 ans malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Il sera bien sur scène à Chartres le 2 octobre. Avec une sécurité renforcée pour ses concerts, le chanteur est visé par 32 plaintes pour viol et agression sexuelle. Information du magazine Voici. Son chef des informations était hier soir sur BFM TV. La tournée va se faire, la tournée des 35 ans de Patrick Bruel. Il sera bien sur scène à Chartres le 2 octobre prochain pour sa première date. Il va d'ailleurs pas tarder à répéter avec la bande de musiciens qu'il a composée. Il a eu un petit peu de mal à regrouper des musiciens qui voulaient aller dans l'aventure. Il y a aussi une assurance pour ces musiciens. Si la tournée était amenée à avorter au bout de quelques dates, s'il y a trop d'importantes manifestations de féministes, voilà, il y aurait pour eux quand même une assurance qu'ils seraient payés sur les 35 dates, même s'ils n'en font que 3 ou 10. Alors Julie Poncet du service culture de BFM TV est avec nous sur ce plateau. S'il maintient sa tournée, Patrick Bruel, c'est surtout une affaire de gros sous. Oui, c'est d'abord une affaire économique puisque Patrick Bruel a sa propre société de production depuis 2017, 14 productions. Donc c'est son argent qui est engagé, c'est lui qui produit ses concerts. Donc s'il annule lui-même sa tournée, c'est une perte qui peut chiffrer à plusieurs millions d'euros. Et puis aussi symboliquement pour rappeler qu'il est présumé innocent et pour garder ce lien avec son public. En mai dernier sur Instagram, il mettait un post en qualifiant ce lien de fidèle et indéfectible. Donc maintenant, oui, il va falloir qu'il s'attende à des manifestations devant les Zéniths, sûrement à l'intérieur des salles. Quel va être le dispositif de sécurité sûrement plus important? Comment va-t-il gérer ça sur scène? C'est aussi la question. Ce qui peut arrêter sa tournée, c'est les préfectures qui décident, parce qu'il y a un risque au trouble à l'ordre public, d'arrêter ses concerts. Mais pour l'instant, il doit bien monter à Chartres sur scène le 2 octobre. Il est 6h06 sur BFM TV, les suites du braquage de nos données personnelles dans les ministères. Sébastien Lecornu demande la création d'une unité cyber d'ici 2 jours. Les ministères ne sont pas au niveau, Pascal, en matière de cybersécurité. C'est ce que dit le Premier ministre. Alors Laurent Neumann, le Premier ministre reconnaît quand même que nos données sont mal sécurisées. C'est énorme, c'est grave. Qu'est-ce que ça va changer, cette unité spéciale? Alors, il faut lire la lettre qu'il a envoyée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. D'abord, ça veut dire que c'est un problème de sécurité nationale. Donc, c'est un problème extrêmement grave. Et quand vous lisez cette lettre, vous comprenez que c'est un coup de gueule, il faut appeler les choses par leur nom. Lorsqu'il dit, le Premier ministre, peu de ministères sont au niveau requis, ce n'est pas acceptable. C'est à la fois un coup de gueule contre ses propres ministres et contre les administrations de ces ministres qui n'ont pas pris les mesures suffisantes. C'est aussi une prise de conscience, que certains jugeront peut-être un peu tardive, à la fois prise de conscience sur la gravité de ce qui s'est passé à l'administration fiscale et sur l'urgence qu'il y a à agir, puisque vous l'avez dit, il demande à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de lui proposer un plan, une organisation, un budget, de désigner un patron pour réagir à ce type de crise. Et puis, pardon, c'est une forme d'électrochoc aussi, parce que souvenez-vous, en avril dernier, le Premier ministre avait débloqué une enveloppe de 200 millions d'euros pour ces questions de cybersécurité de ses administrations, et puis quelques mois plus tard, on se rend compte que ça n'a servi à rien, que les ministères ne sont pas au niveau. Ça n'a servi à rien, j'exagère un peu, cet argent il a été utilisé, on a fait des progrès, mais ces progrès ne sont absolument pas au niveau des menaces extérieures, des menaces de hacking et de piratage. Et donc clairement, le Premier ministre il a tapé un gros coup de poing sur la table hier.
Dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol en 2023, information BFM TV, les avocats de 3 mises en examen demandent à récuser les juges d'instruction et la nullité de la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. En fait, les avocats reprochent aux juges d'avoir retenu cette notion trop tard, après plus de 2 ans d'information judiciaire, alors que les éléments figuraient au dossier depuis le début de la procédure, puisqu'une vingtaine de témoignages relatent des propos anti-blancs. Maxime Brandstetter, Paul Conge, Bettina de Guglielmo. Dans un réquisitoire que nous avons pu consulter, le parquet de Valence demande à écarter la circonstance aggravante de racisme anti-blanc et anti-français retenue par les juges d'instruction fin juillet, 2 ans et demi après le drame. Thomas, lycéen de 16 ans, a été tué en novembre 2023 à Crépol après une rixe lors d'une fête communale. 14 personnes ont été mises en examen. D'après nos informations, les avocats de 3 d'entre eux demandent la récusation des juges d'instruction à l'origine de cette décision. C'est très rare de faire ça. Il faut bien comprendre que les juges d'instruction sont saisis par des faits matériels, mais ils sont toujours libres de la qualification. Ils énoncent un avis sur la qualification et vous avez des avocats de la défense très énergiques qui vont dire si vous dites ça, vous dénaturez le dossier par certains côtés. Ils demandent une récusation. C'est très très inhabituel. Au cours de l'instruction, plusieurs témoins ont dit avoir entendu des propos hostiles aux Blancs et aux Français de la bouche de certains mis en examen au cours de la soirée. Des témoignages très minoritaires, parfois imprécis, voire contradictoires selon le parquet, qui considère que ces propos ne sont pas suffisants pour caractériser l'accusation. Pour autant, le qualificatif retenu ne changerait pas la peine encourue. Les mises en cause risquent déjà la prison à perpétuité. Mélanie Bertrand, vraiment, ça ne change rien ? Techniquement, non, parce que, comme le dit la fin de ce reportage, effectivement, les suspects encourent déjà la prison à perpétuité. Si les juges devaient retenir cette notion aggravante de racisme, ça ne changerait pas la peine encourue pour eux, parce que depuis 3 ans, 14 suspects sont déjà mis en examen pour meurtre ou tentative de meurtre en bande organisée. Cette notion, d'ailleurs, de bande organisée, elle est contestée par le parquet de Valence, mais il y a une autre circonstance aggravante qui pourrait peser dans la balance. Les parties civiles et le parquet souhaiteraient que soit retenue la notion de concomitance, parce que après le meurtre du jeune Thomas, 16 ans, 2 autres jeunes ont été victimes de tentatives de meurtre, ce qui vient alourdir les charges des suspects. On verra sans doute d'ici la fin du mois ce que retiennent les juges d'instruction, ceux qui pilotent l'enquête. Est-ce qu'ils vont retenir 1, 2 ou 3 circonstances aggravantes en bande organisée par concomitance et cette fameuse notion de racisme anti-blanc qui fait tant polémique? Les juges, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider de suivre les réquisitions du parquet ou de s'en tenir à leur version des faits, mais en l'état, les suspects encourent déjà la réclusion criminelle à perpétuité. Et l'actualité à l'étranger, Donald Trump continue d'envoyer des signaux d'apaisement à la Corée du Nord. Pourtant, cette nuit, la ministre de la Défense de Corée du Sud affirme que le régime de Kim Jong-un possède entre 80 et 120 armes nucléaires. Alors, on parlait effectivement de ce rapprochement avec vous, François Clémenceau, hier entre Donald Trump et Kim Jong-un, enfin dans un sens en tout cas. Il a dit qu'il souhaitait rencontrer le dictateur. Il a un petit peu eu un refus de la part de la sœur de Kim Jong-un. C'est assez stupéfiant de voir quelqu'un qui se fait claquer la porte au nez, de continuer à frapper pour pouvoir rentrer, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On se souvient qu'avant-hier, effectivement, il dit « j'ai de très bonnes relations avec Kim Jong-un et je réduis les manœuvres militaires avec la Corée du Sud ». Il pensait que ça allait avoir un effet, ça n'en a pas. La propre sœur cadette de Kim Jong-un, qui est beaucoup plus importante qu'on ne le croit, parce qu'elle parle souvent quand son frère aîné se tait. Et donc là, il n'y a pas de réaction du président de la Corée du Nord, mais sa sœur dit « c'est très gentil de dire que vous avez de bonnes relations avec mon frère, mais ça ne change rien. Ça ne change rien à la politique américaine, ça ne change rien au programme nucléaire nord-coréen. » Autrement dit, le geste de la main tendue de Trump, il est sans réponse. Et c'est d'autant plus grave que Donald Trump lui-même dit « oui, mais je vais quand même le voir, je vous assure que je vais le voir », comme s'il avait absolument envie de le voir, quelles que soient les réponses en face. Alors, on se dit quand ? Probablement d'ici la fin de l'année. Il se trouve qu'il y a un sommet de l'Asie-Pacifique qui se tient au mois de novembre en Chine, donc c'est pratique parce que pour le coup ce serait un pays voisin. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais ce serait quand même la première fois depuis 2019. Mais rappelez-vous à l'époque, en 2019, ils s'étaient rencontrés à la frontière des 2 Corées.
Et rien ne s'était passé dans la foulée. Rien. Et c'est là où c'est, j'allais dire, stupéfiant une nouvelle fois, pardonnez-moi l'expression, c'est que Donald Trump dit « Oui, mais vous savez, ils ont 57 armes nucléaires. Si j'avais été président au bon moment, ça ne se serait jamais passé. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme le dit la ministre de la Défense sud-coréenne, c'est probablement entre 80 et 120 ogives nucléaires que détient la Corée du Nord. Ça veut dire qu'une bonne partie de cet arsenal nucléaire, il s'est développé pendant que Donald Trump était président, pendant son premier mandat et depuis le début du deuxième. On va parler de la fin de la canicule dans de nombreux départements. Attention, Kevin nous alerte sur des orages possiblement très violents la nuit prochaine dans le sud-est. On y reviendra dans la météo tout à l'heure. Mais ailleurs, on respire. Et les commerçants qui ont vu leur fréquentation baisser pendant la canicule sont ravis de retrouver leurs clients. Kylian Chapuis, Capucine Diez et Margot Vizade. Dans son restaurant parisien, l'heure est au premier bilan de l'été pour Étienne Jojo. Et le constat est clair, les touristes ont déserté son établissement, moins 30% de fréquentation ces dernières semaines. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici. C'est objectivement la première fois que j'ai un mois d'août aussi calme. En cause, selon lui, les canicules à répétition dans la capitale. Les gens préfèrent rester chez eux, tranquillement, à l'ombre, et pas sortir. Malheureusement, c'est général, que ce soit dans les vêtements ou évidemment la restauration ou encore la vente à domicile, c'est compliqué. L'été s'annonçait pourtant prometteur avec une hausse de touristes à Paris, plus 1,6% de voyageurs étrangers par rapport à l'année dernière. C'est même 2,9% de plus chez les vacanciers français. Les professionnels misent maintenant sur le mois de septembre pour gonfler leur fréquentation. Les bonnes nouvelles, c'est qu'au mois de septembre, il y a beaucoup d'activités avec des concerts comme Céline Dion ou l'avenue du Pape au mois de septembre. Tous ces événements vont amener de la clientèle à Paris. Je pense qu'on va revenir à des périodes de chaleur un petit peu plus basses qui nous permettra en fait, de gagner en sérénité, en plaisir. Et les étrangers sont très à l'affût de la température aujourd'hui. Sans une météo plus agréable dans les prochaines semaines, les commerçants parisiens craignent une fin de saison critique. Il est 6h15 dans un instant, le grand malaise des urgences, surtout cet été. Dans plusieurs hôpitaux de France, les services ont fermé ponctuellement cet été. Franck Becker, médecin urgentiste et secrétaire général de l'Association des médecins urgentistes de France, est avec nous. En route pour votre rendez-vous avec le MG ZS Hybrid Plus, le SUV compact. Profitez d'un moment de magie devant votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Bonjour, c'est Sonia Mabrouk. Je suis ravie de vous annoncer mon arrivée sur BFM TV en cette année charnière pour la France ainsi que pour les grands équilibres mondiaux. À partir du 24 août, j'aurai le plaisir de vous accueillir pour analyser et débattre en toute liberté des moments fondateurs de l'actualité. Pluralité des opinions, respect de la vie de chacun, de la nuance aussi, ce qui n'empêche pas les opinions tranchées. Ensemble, nous tenterons d'éclairer les enjeux actuels et bien sûr, l'élection présidentielle de 2027. 100% Mabrouk, votre nouveau rendez-vous d'actualité pour tout comprendre au monde d'aujourd'hui et aux enjeux de demain. À partir du lundi 24 août, de 19h à 21h, en direct sur BFM TV. Bon, allez, coupez. Bonsoir, on est l'équipe de RIF. C'est vous la spécialiste pour briser les couples parce que j'ai trouvé votre nouvelle cible. L'offre de Free. Mais vous voyez pas, l'offre couplée, forfait plus box. Vous voulez que je brise un couple entre un forfait et une box? Bah ouais. Tu crois pas, elle est encore plus teubée que toi. Décidément, il n'y a que Free pour faire aussi bien que Free. Économisez 10 € tous les mois sur votre forfait Free 5G+, grâce à la Freebox Pop. Merci Free. Dans ce bureau, la seule bouffée d'air frais, c'est l'écran de veille de Robert. Et si vous la réserviez, cette maison au bord du lac, pour respirer le grand air et ne plus voir Robert? Allez-y, réservez. C'est facile. Booking.com, booking.yeah. Qu'est-ce que vous faites? J'installe votre système d'alarme Vérissure, Votre Majesté. C'est quoi? Imaginez un système haute protection tout autour de votre jardin qui détecte les intrus. Et s'ils s'approchent, ils disparaissent. C'est de la magie?
de la technologie et des agents de télésurveillance qui veillent jour et nuit. Détection et mise en fuite des intrus dès le jardin. Vérissure, numéro 1 français de votre protection. Une texture et une saveur unique. A-t-on fait oublier tout le reste? C'est Heinz, sinon rien. Vous pensez que pour les pare-brises high-tech, il faut obligatoirement se déplacer dans un centre? Avec Carglass, plus la peine de vous déplacer. On vient directement chez vous pour le remplacer. On utilise des outils exclusifs pour recalibrer votre caméra. Le recalibrage reste parfaitement maîtrisé. Résultat, vos systèmes d'aide à la conduite fonctionnent comme avant. Alors, prenez rendez-vous maintenant avec Carglass. Carglass remplace. Il y a les choses auxquelles vous pensez depuis des mois. C'est lequel vous allez maintenant devoir penser chaque jour. Et c'est lequel vous penserez désormais, pour toujours. Bref, votre consommation d'énergie, ce n'est pas votre priorité aujourd'hui. Engie s'en occupe pour vous. Avec l'appli, regardez à tout moment si l'option heure pleine, heure creuse est adaptée à votre consommation. J'agis avec Engie. En route pour votre rendez-vous avec le MG ZS Hybrid Plus, le SUV compact. Profitez d'un moment de magie devant votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Il est 6h19, merci d'être avec nous sur BFM TV. Le grand malaise des urgences, vous l'avez peut-être constaté près de chez vous. De nombreux services en France ont dû fermer ponctuellement cet été. Illustration à l'hôpital de Creil, c'est dans la Drôme. La direction a décidé de ne pas ouvrir ce service dans la nuit de mardi à mercredi, faute de médecins. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, médecin urgentiste aux hôpitaux de Rodez, notamment dans l'Aveyron. Mais on parle d'abord donc de cette 5e fermeture depuis le début du mois de juillet. Pierre Desmith, Julie Rosaire, Annie Girard. C'est une décision prise à contre-cœur par la direction des urgences de l'hôpital de Creil. Faute de médecins disponibles, le service a dû fermer ses portes de mardi soir à mercredi matin. Pour toute urgence, il est demandé aux patients de ne pas se déplacer directement aux urgences de Creil et d'appeler le 15, qui les orientera vers le lieu le mieux adapté. Une fermeture que la direction assure être exceptionnelle en raison de difficultés de planning. Les syndicats dénoncent quant à eux une situation devenue récurrente. Chaque année, aujourd'hui, on se retrouve avec des urgences qui ferment. Donc, dire que c'est exceptionnel, ça fait depuis 2022 qu'on nous dit que c'est exceptionnel. Nous, ce qui nous inquiète, c'est de voir qu'aujourd'hui, les autorités laissent des urgences fermées et ne réagissent pas. Donc, on met les patients et les usagers en insécurité totale, donc en danger. Pour le SAMU, la fermeture des urgences sur le territoire français résulte d'un problème général. Les urgences, en fait, sont le réceptacle de tout ce qui dysfonctionne, puisque c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Et c'est là que les gens vont lorsqu'ils ne trouvent pas de solution en ville. Donc, ce n'est pas une crise des urgences, c'est une crise du système de soins. S'il s'agit déjà de la 5e fermeture des urgences de Creil cet été, la direction de l'hôpital l'assure, le service ne devrait plus fermer d'ici la rentrée. Les plannings sont complets. Franck Becker, merci d'être avec nous en direct, médecin urgentiste, secrétaire général de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être là. C'est vrai que c'est une situation qui nous surprend, nous, mais vous dites finalement c'est l'été, mais c'est tout le temps. Les services des urgences qui doivent fermer ponctuellement, à cause de quoi ? À cause du manque d'effectifs, tout simplement. En manque de praticiens, en manque de soignants, pas seulement médicaux, mais la plupart du temps, il s'agit de médecins dont on manque. Et Madame la ministre le reconnaît bien. Quand il y a des députés qui l'interpellent à ce sujet, ils disent voilà, c'est une situation générale. Il y a une loi d'ailleurs qui porte son nom, Madame Rist, qui a limité les émulements des médecins remplaçants. Donc nous, on n'est pas pour le mercenariat, vous le comprenez bien au niveau de notre syndicat. Cependant, cela nous donnait quand même un tampon, une possibilité d'avoir des lignes qui soient remplies. Maintenant, les remplaçants, ils existent toujours, mais ils se sont majoritairement tournés vers
vers le privé. La fédération hospitalière privée avait dit on s'alignerait sur le public parce qu'ils ne sont pas limités par les Franck Becker, pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qui se passe si un patient en état d'urgence se présente aux portes d'un hôpital qui a fermé ses portes? On ne peut absolument pas le recevoir, quel que soit son état? C'est une excellente question parce qu'il y a des procédures dégradées qui sont mises en place. Dans l'hôpital dans lequel je me trouve actuellement, on a cette problématique ponctuelle, malheureusement également. Donc, ou alors, puisqu'il n'y a plus qu'un seul médecin au lieu de deux, quand il est en SMUR, eh bien, une infirmière se retrouve seule face à un patient. Non, on fait entrer le patient. On l'examine, on lui prend la tension, on lui prend le pouls, on lui demande qu'il arrive et ensuite l'infirmière se met en rapport avec le SAMU pour orienter vers le patient dans les conditions les plus sécurisées possibles. On essaye de trouver des moyens encore en dehors, ce sont des bricolages locaux partout. Là, par exemple, sur cet hôpital dont je parle, on fait de la sorte qu'il y ait une infirmière sapeur-pompier qui soit à ce moment-là active et qu'on soit sûr qu'elle soit sur le planning au niveau du STIS au niveau des centres de secours et qui puissent éventuellement donner un secours en cas d'urgence un peu plus importante. Et c'est le SAMU ensuite qui la dépêche. Franck Becker, si ceux qui nous écoutent sont aussi leurs services d'urgence qui sont fermés, que faire en cas de maladie, d'accident? Quelle est la procédure que vous recommanderiez? Eh bien, d'abord, d'appeler le 15. C'est le mieux. D'appeler le 15 pour avoir justement les secours les plus adaptés possibles en fonction de la situation. Et puis maintenant, si vous partez en vacances, eh bien, en plus de la météo, renseignez-vous sur les services d'urgence qui sont ouverts là, proche de là où vous allez. Puisque, par exemple, au Cap d'Agde, il y a un appel au secours puisqu'il y a un praticien qui est en vacances, qui est tombé malade et qui cherche actuellement également un médecin pour faire du suivi au Cap d'Agde. Bon, je pense que là, ils se débrouilleront. Je rassure tous ceux qui souhaitent se rendre sur le Cap d'Agde dans les jours à venir. Merci beaucoup Franck Becker d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. On va parler des vacances juste avant la météo. Alerte au vol de vos affaires quand vous vous baignez. Ça vous est peut-être arrivé. Vous partez, vous baignez, vous rentrez, il n'y a plus de serviettes. Ça vous est arrivé, François Clémenceau? Oui, bien sûr. À votre frère? Non. Oui. C'était à Cannes? Non, c'était en Italie. C'était en Italie. Alors à Cannes, il y a un dispositif spécial qui a été mis en place. Des policiers municipaux qui sont déployés sur la plage, une brigade spécialisée donc pour ces vols aux serviettes. Claudia Olivier et Léa Morel. Sur la plage bondée de Cannes, chacun a sa technique pour protéger ses affaires. Je prends un petit sac en toile qui vaut rien, je fais un nœud, je le mets sous la serviette et je mets mes chaussures cachées dessous aussi. Une va se baigner, l'autre reste là. Moi, j'ai pas envie, à 73 ans, de me faire voler mes affaires. Chaque année, en effet, les vols à la serviette font leur retour dans les stations balnéaires. À Cannes, où la population triple en été, une brigade dédiée patrouille sur les plages. Voilà, on veut simplement vous donner le conseil de ne pas aller à la plage sans surveiller vos sacs. Une présence bienvenue pour cette touriste. Ça rassure de savoir qu'au moins on est en sécurité, même sur la plage, parce qu'il y a énormément de monde, surtout là en cette période de vacances, etc. C'est hyper rassurant, quoi. L'objectif de la brigade, sensibiliser les vacanciers et repérer les comportements suspects, voire les flagrants délits. Il y a énormément de policiers qui circulent sur tout le littoral avec un système de vidéosurveillance qui est le plus dense de France. Une caméra pour 72 habitants. Sur la Croisette, vous en avez une qui est juste ici. Mais à peu près tous les 20 mètres, vous avez une caméra qui est de dernière génération et qui nous permet d'avoir un visu très très dense sur la Croisette. En plus de ces équipements, la police cannoise dispose d'une brigade VTT, équestre et cynophile, ainsi qu'un poste de police mobile durant tout l'été. Votre météo avec Parc Saint-Paul qui change de propriétaire et lance la nouvelle Dino Tower. À 1 heure de Paris, parcsaintpaul.fr. La météo avec Citia Immobilier. Pour louer, pour acheter, c'est Citia Immobilier. Attention aux orages, Kevin. Oui, 3 départements placés en vigilance orange aujourd'hui entre 15h et minuit. Ce sont les 3 premiers départements de cette semaine. Vous le verrez dans un instant que ces orages vont nous accompagner jusqu'en fin de semaine sur de nombreux territoires. Vous avez donc l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Et ce n'est pas terminé. La nuit prochaine, passage en vigilance orange également de l'ensemble de la Corse. On est assez inquiet pour la Corse avec cette vaste dégradation orageuse qui va prendre naissance vers la mer des Baléares et qui va remonter tout au long de la nuit en direction de l'île de Beauté et traverser donc l'île demain matin.
avec de fortes pluies, d'intenses rafales de vent et un risque de foudroiement. Quelques averses circulent actuellement autour de la Méditerranée. Elles sont localement orageuses. Même chose plus au nord ici, vers le centre-est, donc concerné par cette première vigilance orange aux orages. On retrouvera les orages les plus sévères dans l'après-midi avec localement 100 litres d'eau par mètre carré sur la durée totale de l'épisode. Donc seulement en quelques heures, c'est conséquent. On craint des inondations et des torrents d'eau dans certaines communes. Plus au nord, des averses de pluie, un petit peu de vent, mais aussi des éclaircies et surtout ces températures plus respirables. Et voilà, 12 degrés ce matin chez vous, dans l'intérieur de la Normandie, c'est parfois localement moins. Cet après-midi, rien à voir avec les précédentes journées. On sera sur des valeurs comprises entre 30 et 32 pour les valeurs les plus élevées en France. 25 à Paris, 22 chez vous à Lille. C'était la météo avec Citia Immobilier. Pour louer, pour acheter, c'est Citia Immobilier. C'était votre météo avec Parc Saint-Paul qui change de propriétaire et lance la nouvelle Dino Tower à 1 heure de Paris, parcsaintpaul.fr. Bonne matinée, bon réveil sur BFM TV, il est tout juste 6h29. À la une, Patrick Bruel maintient sa tournée dans toute la France à partir d'octobre. Information du magazine Voici sur BFM TV, alors qu'une 32e plainte pour violence sexuelle vient d'être révélée. Son contrôle judiciaire ne l'empêche pas de monter sur scène et des millions d'euros sont en jeu. C'est une information de la nuit, le prince Harry et son épouse Meghan rentrent au Royaume-Uni à la fin du mois. Le roi a été prévenu au dernier moment. Pourquoi quitte-t-il la Californie? On posera la question à Julie Poncet du service culture de BFM TV. La France va se doter d'une nouvelle unité pour protéger l'État des pirates informatiques. Annonce de Sébastien Lecornu. Après les vols de données du fisc et de l'éducation nationale, le Premier ministre reconnaît que peu de ministères sont au niveau de sécurité requis. Un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau va-t-il voir le jour? Deux laboratoires américains annoncent des résultats encourageants. Ce nouveau vaccin s'adresserait aux patients avec un mélanome dans une phase avancée. C'est une information de la soirée. Patrick Bruel maintient sa tournée des Zéniths, visée par plus de 30 plaintes pour viol et agression sexuelle. Il doit monter sur scène le 2 octobre à Chartres. Et c'est une information du magazine Voici. Légalement, rien n'empêche le chanteur de 67 ans de se produire sur scène, mais la pression sur ces 35 concerts va s'accentuer à travers toute la France. Reportage. Depuis sa mise en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, Patrick Bruel avait annulé ses prestations prévues en festival cet été. Le chanteur de 67 ans était en revanche resté muet sur sa tournée anniversaire des Zéniths, celle des 35 ans de son album Alors Regarde. Il sera bien sur scène à Chartres le 2 octobre prochain pour sa première date. Il va d'ailleurs pas tarder à répéter avec la bande de musiciens qu'il a composée. Il a eu un petit peu de mal à regrouper des musiciens qui voulaient aller dans l'aventure. Une tournée polémique de 35 dates, alors qu'une nouvelle plainte vient d'être déposée contre le chanteur. Le maintien des concerts scandalise jusqu'aux avocats des plaignantes. Toutes les plaignantes sont soit dans ses concerts, soit dans les salons de massage, soit autour de sa vie professionnelle, ce qui crée un risque certain, puisque aujourd'hui on est à 32 plaintes, mais beaucoup plus de plaignantes, puisqu'il y a des témoignages également de victimes qui ne souhaitent pas déposer plainte. Une pétition a été lancée pour l'annulation de cette tournée. Elle a déjà recueilli plus de 60 000 signataires. Information de la nuit, 6 ans après leur départ pour les États-Unis. Le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir vivre aux États-Unis dès la fin du mois. Au Royaume-Uni, très précisément, et à Londres. Ils seront dans une résidence non royale. C'est un retour par la petite porte. Le roi en a été informé à la dernière minute. Dimanche, paraît-il, et les enfants sont déjà inscrits dans une école britannique pour la rentrée de septembre. Kylian Chapuis. La nouvelle fait déjà la une de la presse britannique. Le prince Harry et son épouse Meghan vont faire leur retour au Royaume-Uni. En 2020, le couple avait quitté Londres pour s'installer aux États-Unis à la suite de tensions avec le reste de la famille royale. Mais après 6 ans loin de la couronne britannique, Harry et Meghan devraient revenir dès la fin du mois. Il semblerait que le roi Charles ait été mis au courant le week-end dernier. Il semble que cette décision fasse suite à la visite d'Harry au Royaume-Uni il y a quelques mois, puis accompagné de Meghan et de ses enfants. Il voulait se réconcilier avec son père et, je suppose, avec le reste de la famille. Le couple et ses 2 enfants avaient été reçus par le roi Charles III à Londres le mois dernier, une première depuis 4 ans. Depuis plusieurs mois, le fils cadet de Charles III a exprimé son envie de se réconcilier avec sa famille et de revenir chez lui. Harry et Meghan devraient s'installer dans une résidence privée, non royale, en dehors de Londres.
Leurs 2 enfants seront inscrits dans une école au Royaume-Uni dès la rentrée. Selon les médias britanniques, le roi Charles III se réjouit de ce retour mais prévient, Harry et Meghan ne redeviendront pas des membres actifs de la famille royale. Je veux dire qu'avec tout ce qu'ils ont dit, Julie Poncet, c'est vrai qu'on se demande ce qui pousse Harry et Meghan à revenir en Grande-Bretagne. Oui, exactement, ça a créé la surprise. Ils l'ont dit dans le sujet, ça intervient 6 ans après leur départ du Royaume-Uni. Donc c'est une surprise. Et à la fois, en juillet dernier, le roi avait déjà reçu Harry et Meghan et leurs enfants. Donc c'était déjà peut-être un premier pas vers une réconciliation, vers une entente entre toute la famille royale. Mais effectivement, à la base, ils voulaient partir pour s'éloigner de s'éloigner de la monarchie. Entre-temps, ils ont construit des projets, de la société de production. Harry a écrit un livre. Il y a eu plusieurs projets là-bas. Maintenant, que va-t-il se passer quand ils vont revenir? Ça, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Non, on sera à Londres. On sera à Londres dans le journal de 7h pour aller voir comment réagissent les Britanniques. Ce matin, nous serons aussi en Californie. Voilà, c'est la une de tous les tabloïds. 6h34, la France va se doter d'une nouvelle unité cyber, une unité spéciale pour répondre aux vols de données comme celle du fisc, annonce de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre estime que l'État n'est pas assez réactif et reconnaît que peu de ministères sont aujourd'hui au niveau pour la sécurité. Alan Branger, Bettina de Guglielmo et Anaïs Girard. Le ton est ferme et sévère. Le Premier ministre le déplore et l'assume. Nos institutions ne sont pas à la hauteur de ces cyberattaques. Il y a la volonté de montrer que l'on veut que ça ne se reproduise pas. Il estime que les différents ministères ne sont pas encore au niveau et que ce n'est pas acceptable, je cite l'expression du Premier ministre. Après ces derniers piratages en série, Sébastien Lecornu veut mettre en place une nouvelle unité cyber composée d'agents de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. Cette unité devra donner des réponses opérationnelles plus réactives. Techniquement, il faut savoir que ça existe déjà. Donc c'est pas parce qu'on va envoyer des gens très rapidement que ça permettra d'avoir des réponses tout de suite. Mais au moins, ça permettra de bloquer et surtout d'agir encore plus rapidement pour éviter que le pirate ou les pirates reviennent. Les spécialistes en cybersécurité sont partagés et préconisent plutôt une meilleure anticipation, une meilleure formation du grand public et une modernisation des systèmes. Ce qu'il faudrait faire, c'est surtout un plan d'audit, c'est-à-dire passer dans chacun des ministères et évaluer les applicatifs qui sont les plus à risque. Quand un applicatif a plusieurs décennies, il va avoir des failles de sécurité, il va avoir du vieux code, il va avoir ce qu'on appelle une dette technique. Le gouvernement n'a pas détaillé les effectifs de cette nouvelle équipe ni les moyens techniques dont elle disposera. En avril dernier, le Premier ministre avait déjà annoncé un plan de 200 millions d'euros pour la cybersécurité des ministères. L'ancien Premier ministre François Fillon, suspendu de la Légion d'honneur après sa condamnation pour emploi fictif de son épouse Pénélope, ça n'est pas définitif. Il perd son titre pour une durée de 10 ans. François Fillon était à la tête du gouvernement pendant tout le mandat de Nicolas Sarkozy, lui aussi privé de Légion d'honneur après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes. Dans un instant, l'enquête avance dans la mort de l'influenceuse Sonia Bellina. 2 personnes sont en garde à vue. Face à face. Bonjour Jean-François Copé, bonjour Marine Tondelier, bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. Parce qu'il n'a jamais été aussi urgent de poser les bonnes questions. Quel est le constat que vous faites d'abord de la semaine écoulée? Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans la justice de notre pays? Comment est-ce que vous feriez pour que ça se passe différemment? Pour que toutes vos questions aient enfin des réponses. Si demain nous sommes à la tête du pays, nous sifflerons la fin de la récréation. Ça suffit pas, c'est pas une réponse que l'on peut entendre. Il y a des problèmes avec les récoltes, il y a des problèmes avec la fissuration des bâtiments. Il y a besoin d'un véritable plan Marshall. Tout ça est un enjeu de lecture extrêmement complexe. Il suffit de lire ce qu'ils disent et de voir ce qu'ils font. Le face-à-face, présenté par Apolline de Malherbe, l'interview politique incontournable, à partir du lundi 24 août, à 8h30, en direct sur BFM TV. Bon, allez, coupez. Bonsoir, on est l'équipe de RIF. C'est vous la spécialiste pour briser les couples parce que j'ai trouvé votre nouvelle cible. L'offre de Free. Mais vous voyez pas, l'offre couplée, forfait plus box. Vous voulez que je brise un couple entre un forfait et une box? Bah ouais. Tu crois pas, elle est encore plus teubée que toi. Décidément, il n'y a que Free pour faire aussi bien que Free. Économisez 10 € tous les mois sur votre forfait Free 5G+, grâce à la Freebox Pop. Merci Free.
Vous saignez des gencives? Ça pourrait s'aggraver. Découvrez Parodontax Gencives Plus Réparation Active. Il aide à réparer les gencives dès une semaine. Dispositif médical. Soch présente. Allô? Allô? Wow! Il se passe quoi là? Je suis la mauvaise connexion, je suis là pour vous empêcher de parler. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Vous êtes qui, vous? Je suis Soch. Et avec les forfaits mobiles à partir de 1,99€ par mois sur le réseau Orange, il n'y a plus de mauvaise connexion. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? C'est pas bien de couper la parole. Pardon. Il y a les choses auxquelles vous pensez depuis des mois. Celles auxquelles vous allez maintenant devoir penser chaque jour. Et celles auxquelles vous penserez désormais. Pour toujours. Bref, votre consommation d'énergie, ce n'est pas votre priorité aujourd'hui. Engie s'en occupe pour vous. Avec l'appli, regardez à tout moment si l'option heure pleine heure creuse est adaptée à votre consommation. J'agis avec Engie. En route pour votre rendez-vous avec le MG ZS Hybrid Plus, le SUV compact. Profitez d'un moment de magie devant votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV, l'économie, Pierre Rondeau et les Français qui sont devenus amateurs de trading. Il faut dire que c'est très facile de boursicoter aujourd'hui, sauf que c'est risqué. C'est risqué. Je ne sais pas si Pascal, Mathieu, vous êtes friand de trading en ligne, mais c'est une pratique, c'est forcément... J'ai trop peur, je suis pas assez courageuse. Moi. J'ai tout petit truc. Et pourtant, c'est extrêmement facile. Petit il faut parier gros. Parce que c'est risqué. Il faut prendre des risques, justement. C'est très démocratisé, tout comme sa digitalisation. Donc, acheter des actions, surveiller les cours, spéculer. Tout ceci était jusqu'à peu une activité réservée aux professionnels de salles de marché. Maintenant, avec un simple téléphone, une simple application, n'importe qui peut passer des ordres et acheter des titres. On compte 3,8 millions d'investisseurs particuliers en 2025 et 780 000 nouveaux investisseurs ont fait leur entrée sur les marchés en 2025, en augmentation de 51% par rapport à 2024. Et de plus en plus de jeunes passent par les réseaux pour se renseigner et se lancer dans l'aventure. C'est en plein boom, mais forcément, ça attire les arnaques. Hier, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, a placé la plateforme de trading BitKeltrade sur sa liste noire parce qu'elle utilisait l'intelligence artificielle pour vendre des produits financiers très risqués. Donc oui, allez-y, mais faites très attention. Bon, d'autant plus que nous, les Français, nous sommes de gros épargnants. Nous sommes un petit peu plus, Sigal, fourmis que cigales. Un petit peu, voire très fortement fourmis. On a une très très grosse épargne. L'épargne totale des Français représente 6 550 milliards d'euros, un montant 2 fois supérieur à celui du PIB et l'un des plus importants d'Europe, avec un taux d'épargne de 17,4% contre 13% en moyenne dans la zone euro. Les Français continuent à mettre massivement de côté, surtout sur l'épargne sûre et garantie. 60% de ces 6 550 milliards d'euros sont placés sur des produits sécurisés comme le livret A ou bien des placements garantis à long terme comme le fonds euro présent sur l'assurance vie. Et la part des placements financiers directement exposés au marché, les actions, les obligations, reste minoritaire mais en nette progression, 12% de l'épargne contre 8% en 2021. Et cette épargne abondante, elle attire forcément ? Eh bien, elle attire forcément l'État, parce que je vous rappelle, les caisses sont vides. L'État cherche évidemment à profiter de cette manne financière exceptionnelle, 6 550 milliards d'euros, en fléchant l'épargne vers tel ou tel type de projet d'investissement. En gros, c'est de dire, plutôt que d'aller vers des placements privés étrangers, venez épargner, venez parier sur des produits, des projets d'investissement publics français. On a eu un fonds dédié, par exemple, à l'industrie militaire, créé en octobre 2025, ou encore en mars dernier, une partie du livret A, dorénavant, allait être fléchée pour financer la construction de centrales nucléaires. Et très récemment, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a déclaré réfléchir à financer l'adaptation au changement climatique via l'épargne des Français. Parce que oui, comme les caisses sont vides, il va falloir trouver l'argent quelque part. L'enquête avance dans la mort de l'influenceuse Sonia Bellina. Son corps a été retrouvé, vous le savez, partiellement calciné dans un immeuble du Gard. Et 2 hommes ont été placés en garde à vue par les enquêteurs de la section de recherche de Nîmes. Anne Boaziz, Flavio Noriga, Isor Delagorce, Lucas David, Alexandra Gonzalez et Rudy Kosek. Derrière ces murs, 2 hommes face aux enquêteurs. Depuis hier, ils sont en garde à vue, soupçonnés d'être impliqués dans la mort de Sonia Bellina, une influenceuse de 29 ans.
Les deux hommes sont en garde à vue parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'assassinat de la jeune femme. Mais on ne connaît pas pour le moment la nature de leur relation avec elle. Est-ce qu'ils se connaissaient ou non? Le 11 août, la jeune femme disparaît. Son corps est finalement retrouvé le lendemain dans un vignoble, partiellement calciné. De son côté, le parquet de Nîmes ne communique pas encore sur les circonstances de la mort de Sonia Bellina. Ce que nous savons en revanche, c'est ce sur quoi a communiqué la procureure de la République, à savoir la qualification. C'est une qualification qui a été ouverte pour assassinat. Et donc ça impliquerait l'idée selon laquelle, derrière ce crime odieux, derrière cette sauvagerie sans nom, il y a l'idée de préméditation. Donc ce serait un ou deux individus qui auraient fomenté un plan pour assassiner Sonia. La garde à vue des deux individus peut durer jusqu'à demain. Et puis un rebondissement dans l'affaire Le Squarnec. Une information judiciaire a été ouverte contre l'ancien chirurgien pour 10 nouveaux viols et 40 agressions sexuelles. En mai 2025, Joël Le Squarnec avait été condamné à une peine maximale de 20 ans de prison pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes. 6h44, la situation s'aggrave. Kevin Fleury, sur le plan de la sécheresse, il y a 74 départements qui sont en situation de crise. C'est énorme, 74 départements, et je regardais ce matin, plus qu'un seul visiblement sans restriction. Donc en effet, situation très sérieuse. Le retour des pluies, oui, mais ces pluies ne sont pas suffisantes pour contrer la sécheresse. On a eu quand même hier dans la région Hauts-de-France des pluies jamais vues en une seule journée depuis parfois l'année 2024. Les cumuls étaient tellement importants qu'en effet, ça c'est notable à vous dire, à vous noter ce matin. En fait, on passe d'un extrême à l'autre, mais il va falloir plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pour retrouver des niveaux, on va dire, normaux sur l'ensemble de la France. Et la pluie, donc, est la bienvenue. Elle a commencé hier. Évidemment. Il y a des contrôles pour limiter la consommation d'eau. BFM TV a suivi 2 agents chargés de vérifier que les restrictions sont respectées. On va y revenir tout à l'heure, mais d'abord, on va aller voir Thomas Girard avec Catherine Bou, une agricultrice de Gironde. Quelles sont les conséquences, Thomas Girard, de la sécheresse sur ces bêtes ? Tout à fait, des agriculteurs, mais surtout des animaux qui souffrent de la sécheresse depuis plusieurs semaines maintenant, car on l'a bien observé, un mois de juillet particulièrement chaud, mais surtout sec, et un début du mois d'août toujours aussi sec. Donc beaucoup d'exploitations sont en difficulté, et on va aller voir Catherine, qui était agricultrice et éleveuse. Expliquez-nous un petit peu, les champs sont secs et l'herbe est grillée. Bonjour, oui, en fait, moi ici, je suis sur un système où les animaux sont principalement nourris au pâturage. Donc ils sont sur de l'herbe, même si c'est un peu sec en été, on a quand même de l'herbe tout l'été. On complémente un petit peu en foin. Et là, au-delà de la sécheresse, au-delà d'avoir une herbe sèche, elle est carrément grillée. On a même les racines qui sortent de terre, qui sont desséchées. Donc on se demande comment ça va repartir aux premières pluies. La chaleur extrême aussi a même touché le troupeau. J'ai même eu de la mortalité, quoi. Aujourd'hui, Catherine, vous en sortez plus et vous avez dû mettre en place une cagnotte, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont supprimé des événements culturels, des marchés, des choses comme ça, qui m'ont fait un peu baisser ma trésorerie. En parallèle de ça, il fallait renouveler un stock de fourrage que j'avais consommé. Et j'ai été obligée de rentrer du fourrage. Je me suis interrogée sur comment j'allais pouvoir faire, et mon entourage m'a dit fais cette cagnotte, je n'ai rien à perdre, il faut essayer, quoi. Merci beaucoup, Catherine. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Donc, vous le voyez, des agriculteurs qui souffrent, un monde agricole qui souffre de cette sécheresse et qui attendent avec impatience le retour de la pluie pour reconstituer notamment les stocks de foin. Voilà, autre victime de la sécheresse, on va retrouver tout de suite Jean Valadier. Bonjour monsieur le maire et président de la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viaden, c'est dans l'Aveyron. Et depuis le 6 juillet, le bassin de Carladez est particulièrement touché par ce manque d'eau. Il a fallu, racontez-nous, des camions-citernes pour fournir de l'eau potable ? Effectivement, l'année est une année très difficile, et depuis le 6 juillet, nous, de manière épisodique, puisque à chaque fois qu'il y a un petit orage, nous arrivons à cesser l'approvisionnement par camion, mais nous approvisionnons depuis le village de l'Aïole, qui est un village de la communauté de communes, vers le secteur du Carladès, qui représente 6 communes qui sont depuis 2022 en pénurie d'eau régulièrement. Est-ce que vous avez eu de la pluie ces derniers jours? Est-ce que la situation s'améliore ou pas du tout? Très peu de pluie, quelques orages très ponctuels, mais très peu de pluie. Nous attendons impatiemment la fin de la semaine. Quelques orages plus subséquents sont prévus.
Alors, ce n'est pas la première fois que vous êtes touché par la sécheresse, que vous utilisez d'ailleurs ces camions-citernes, mais est-ce que vous avez l'impression que ce phénomène s'accélère ? Oui, effectivement, le phénomène s'accélère et la situation mérite une attention beaucoup plus appuyée de la part des pouvoirs publics parce que nous parlons du Carladès aujourd'hui, mais sur notre communauté de communes, nous savons qu'à l'horizon 2050, les difficultés seront accrues et que nous devons travailler à la sécurisation de nos approvisionnements. Alors, monsieur le maire, Kevin Fleury, qui est notre spécialiste météo, a une question à vous poser, Kevin. Oui, vous parliez en effet de l'horizon 2050, monsieur le maire, avec l'accentuation en effet de ces épisodes de sécheresse. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'échelle de votre territoire pour améliorer justement cet acheminement de l'eau? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses concrètes discutées avec l'État? Oui, nous sommes depuis 2022 dans une collaboration avec, notamment avec l'État. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier sur notre territoire d'une ressource que l'on dit robuste, qui est un barrage hydroélectrique, le barrage de Sarance. Et les perspectives nous amènent à considérer que la seule solution pour sécuriser l'approvisionnement sera le prélèvement sur cette ressource. Au-delà, nous devons collaborer, puisque nous sommes sur des organisations de petite dimension, nous devons collaborer avec nos voisins distributeurs d'eau pour sécuriser, interconnecter et permettre ainsi de donner à nos consommateurs une lecture beaucoup plus sereine de l'approvisionnement. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Donc bon courage pour les prochains jours et cette sécheresse qui continue. On en vient à ces conséquences d'ailleurs, toujours de la sécheresse, mais sur le foot cette fois, puisque le match de la première journée de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais, qui était prévu le 23 août, a été inversé. C'est-à-dire que la rencontre se jouera en Bretagne en raison d'une pelouse parisienne qui est fortement endommagée par la sécheresse et par les vagues de chaleur estivales. Et puis, Paul Pogba et Monaco se séparent. C'est la chronique d'un pari raté, d'une greffe qui finalement n'a jamais prise. Le 3 juillet, souvenez-vous, 2025, Paul Pogba posait fièrement avec le maillot monégasque. Il espérait à l'époque relancer une carrière au point mort. Et bien un an plus tard, eh bien c'est terminé à la fin de la saison. C'est terminé. Julien Taxi. C'est la chronique d'un pari raté, d'une greffe qui n'a jamais prise. 3 juillet 2025, Paul Pogba pose fièrement avec le maillot monégasque, espérant à l'époque relancer une carrière au point mort. Un an plus tard, fin de l'histoire, l'ASM a confirmé hier la résiliation du contrat du champion du monde 2018. Nous avions expliqué à son arrivée que c'était un grand challenge, un pari audacieux et ambitieux. Certes, l'issue n'est pas celle que nous avions espérée, mais elle ne doit pas faire oublier l'enthousiasme qui a accompagné son retour en club, ni le fait que Paul a, durant cette période, retrouvé les terrains et le football professionnel. Alors oui, Paul Pogba a retrouvé la compétition, mais le bilan est famélique, 6 apparitions et seulement une titularisation. Les blessures et les rechutes n'ont pas permis à la pioche de retrouver son meilleur niveau. Je tiens à remercier le président et la direction, mes coéquipiers, l'ensemble des staffs ainsi que tous les supporters qui ont cru en moi. Même si je n'ai pas disputé autant de matchs que je l'espérais, je resterai toujours reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de porter ces couleurs. Invités à s'exprimer sur le départ de Paul Pogba, Lucas Radecki et Philippe Eluis ont eux aussi rendu hommage au désormais ex-joueur de l'ASM. Il a eu un impact important sur les jeunes joueurs du vestiaire. Ce départ est regrettable pour lui. J'espère qu'il se rétablira vite et qu'il pourra continuer à jouer au football ailleurs. C'est une personne formidable et un excellent joueur aussi. Je lui souhaite un prompt rétablissement et le meilleur pour la suite. Reste à savoir désormais si à 33 ans, Paul Pogba peut encore rêver d'un avenir sur les terrains. Dans un premier temps, il restera à Monaco pour soigner sa dernière blessure en date. 6h52, c'est une possible révolution dans la lutte contre le cancer. 2 laboratoires américains annoncent des résultats positifs pour un vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau. Il s'adresse aux patients ayant un mélanome dans une phase avancée. C'est une première mondiale et une avancée majeure dans le traitement de cette maladie. Anaïs Girard, Adrien Spiteri. Un vaccin contre le cancer de la peau, c'est ce que promet Moderna, le laboratoire américain. Il annonce, avec le géant pharmaceutique Merck, des résultats positifs de ses essais pour traiter le mélanome en phase avancée. Une thérapie à base d'ARN messager.
L'intérêt vraiment de ce vaccin, c'est qu'il sera personnalisable pour chaque patient quasiment. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le médecin va justement étudier le patient en question, atteint de ce cancer, il va voir des protéines spécifiques chez ce patient qui sont mutées. Ces protéines, elles vont être utilisées pour fabriquer le fameux ARN messager. Voilà pourquoi effectivement ce vaccin est une grande nouveauté. Une nouveauté qui vise à activer le système immunitaire du patient pour qu'il reconnaisse et attaque les cellules cancéreuses. L'essai clinique a été mené sur plus de 1100 personnes. Avec a priori des résultats qui sont encourageants sur ce qui a été évalué, à savoir la survie sans récidive, donc l'absence de récidive, et une diminution du risque de lésions secondaires. Les laboratoires prévoient désormais de présenter ces données lors d'un prochain congrès médical. Aujourd'hui, le mélanome représente 10% des cancers de la peau, l'une des formes les plus mortelles. Nous allons aux États-Unis où une collaboratrice, figurez-vous, de Donald Trump intrigue beaucoup les Américains. Elle s'appelle Nathalie Harp. La voici. Et en fait, elle intrigue les Américains.